Bonjour Madame Kashiwakura, bonjour Madame Briwa-Bomas. Donc, je vais vous présenter mon rapport de recherche, passer du B2B au B2C pour gagner en performance. Donc, de nos jours, les entreprises peuvent se confronter à certaines difficultés liées à leur clientèle, à leur modèle économique qui s'essouffle et n'est plus performant. D'ailleurs, toute entreprise, pour continuer d'être pérenne et voir son activité évoluer dans le bon sens, doit impérativement se remettre en question et étudier les différentes possibilités qui s'offrent à elle. En effet, beaucoup de facteurs entrent en jeu au fur et à mesure. Certains peuvent être économiques, politiques, environnementaux et autres. Ces différents facteurs peuvent complètement chambouler l'activité de certaines entreprises. Nous avons choisi ce sujet car aujourd'hui l'entreprise cotée fait face à des difficultés. La vision à long terme de son modèle économique s'essouffle. Donc pour la présentation rapide de l'entreprise, Côté Table est une entreprise bordelaise qui appartient au groupe Cargo qui lui est toulousain. C'est une entreprise d'importation et de distribution qui propose un large éventail d'articles, textiles, luminaires, vaisselle, décoration, mobilier, verrerie, et il possède 5 marques différentes. Donc je vais commencer par vous présenter le bilan stratégique, puis les thèmes qui ont émergé. Je justifierai la sélection de mon thème. Je présenterai ensuite la revue de littérature avec ses 3 différentes parties et je finirai par conclure. Pour le bilan stratégique, donc le marché de la décoration est très porteur et particulièrement en France. Les géants comme Maisons du Monde ne désemplissent pas et voient leur chiffre d'affaires augmenter d'année en année. Côté Table fait face sur ce marché à de nombreux concurrents. Même si son réseau de vente est très attendu en France, ce dernier se positionne 3e en termes de chiffre d'affaires derrière Pomax et Amadeus. Malgré la notoriété de ces marques, l'entreprise rencontre des soucis au niveau de l'importation. L'entreprise se positionnant sur un marché B2B doit impérativement importer des produits à bas coût pour pouvoir faire des marges suffisantes. Mais la délocalisation de la production en Asie est assez contraignante et entraîne des litiges avec nos clients, notamment des problèmes de qualité, de délai qui entraînent une insatisfaction client, qui entraîne une baisse des ventes, qui entraîne une baisse du chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'au côté active également sa force du groupe Cargo qui met à sa disposition un service marketing, un service PR, un service de recrutement, un service juridique, un service de qualité, un service informatique et plein d'autres services. Cargo peut également injecter des flux financiers dans l'entreprise Côté Table si les envoie la nécessité. Donc, face à un modèle économique de plus en plus fragile, face à des relations clients toujours changeantes, de plus en plus d'entreprises se remettent en question. Le B2B est-il encore suffisamment rentable sur le marché de la décoration? Côté Table laisse d'ailleurs ses revendeurs gérer sa propre image et l'entreprise est aujourd'hui dépendante d'eux. Ne serait-il pas judicieux donc de s'ouvrir à autre chose et peut-être au B2B? Donc, les 3 thèmes qui émergent de ce fameux bilan stratégique sont la production d'activités toujours aussi rentable, la gestion d'un portefeuille de marque et passer du B2B au B2C pour gagner en performance. C'est ce dernier thème que j'ai sélectionné pour ma revue de littérature. Donc, la revue de littérature, première partie, les convergences, les divergences et les mythes. Commençons par les convergences. Donc Audrey Portes, dans son article du marketing B2B et B2C, même problématique mais solutions différentes, explique que les entreprises B2B et B2C utilisent les mêmes outils mais différemment, toujours dans le but de s'adapter à sa cible. Elle cite quelques exemples comme le marketing collaboratif, la connaissance client, le marketing individualisé, les stratégies de contenu ou encore le social media. Pour un autre auteur, Yann Gouvernek, pour lui, le B2B et le B2C convergent de plus en plus. Il explique ce phénomène notamment grâce au marketing digital. Tous ces rapprochements seraient liés au marketing inbound, exactement, au marketing dit entrant. Pour lui, la séparation entre B2B et B2C est complètement archaïque. Ensuite, Julien Van der Veer explique que les 2 stratégies sont différentes sur le fond et non sur la forme. Pour lui, derrière chaque professionnel se cache un consommateur comme les autres. Nous retiendrons d'ailleurs la phrase de Lola Pérez, pour qu'un patron de PME ouvre votre mailing, il faut émerger du lot et donc développer une identification forte de sa propre marque. Pour conclure avec cette partie, nos modes de consommation modernes impliquent des changements, des évolutions en termes d'attente qui varient et se ressemblent en même temps que nous soyons particuliers ou professionnels. Comme certains auteurs l'ont exprimé, la différence vient souvent du fond et non de la forme. Ils restent tout de même d'accord quand il s'agit de dire qu'il existe quelques divergences. Donc, encore une fois, plusieurs auteurs s'accordent sur les différentes divergences. Des auteurs comme Clément René, Morgane Carquinon ou encore Axel Tassia.
ont une vision assez commune. Pour eux, B2B et B2C sont diamétralement opposés. Unanimement, les contenus, les canaux de diffusion, les leviers psychologiques, le message, le niveau d'expertise des cibles, la durée de relation et les modèles économiques sont différents. En effet, pour eux, le niveau d'expertise des cibles est complètement différent. Un professionnel, bien évidemment, connaît son secteur d'activité et sait de quoi il parle. C'est pourquoi, selon ces auteurs, il est important d'adapter son discours en employant des termes techniques. A contrario, pour un particulier, il est nécessaire d'utiliser un discours simple et direct. Donc, ils doivent donc adapter leur message, mais aussi leurs canaux de diffusion. En effet, pour ces auteurs, les canaux B2B sont extrêmement limités comparés à ceux du B2C. Pour parler ensuite des leviers psychologiques, donc ils divergent car les professionnels, contrairement aux particuliers, disposent généralement d'un budget imposé. D'ailleurs, ces achats sont faits pour l'entreprise et doivent donc être justifiés, alors qu'un achat pour un particulier peut être complètement compulsif. Les auteurs expliquent d'ailleurs que les leviers psychologiques pour le B2B sont décisionnels, rationnels, logiques, et pour un B2C, ils sont émotionnels. Les entreprises, pour parler de leur modèle économique, qu'elles soient B2B ou B2C, sont donc différentes, puisque leur segmentation cliente est différente, leur relation cliente est différente, leur canal de distribution est différent, leur proposition de valeur l'est aussi, et leur structure de coût également. Pour évoquer quelques mythes, donc B2B est uniquement logique et non émotionnel, c'est complètement faux, puisque comme on l'a répété tout à l'heure, il est important d'apporter un plus à son message technique et professionnel pour toucher le client, qu'il soit d'ailleurs B2B ou B2C. Le B2B est un manque de contenu par rapport à B2C. Yann Gouvernail d'ailleurs se refuse de dire ça. Pour lui, ce n'est absolument pas vrai. Et pour finir, la notion de marque est plus importante en B2C qu'en B2B. Ce que réfutait également Julien Van der Veer. Donc pour conclure, selon les auteurs, de nombreuses différences sont notables, mais de nombreux points de convergence existent également. Pour certains, la séparation est nécessaire, et pour d'autres, elle ne l'est plus du tout. Les avis des auteurs divergent, mais au vu des arguments exposés par certains, il semblerait que pour faire vivre son entreprise dans l'air du temps, certains mythes sont à bannir. Les différences viennent du fond et non de la forme. B2B et B2C ont la même problématique, seules les cibles sont différentes, et pour qu'une entreprise soit performante, elle doit tout simplement s'adapter, et c'est donc seulement ici que les divergences apparaissent. Entamons donc notre deuxième partie, convertir une cible B2B en cible B2C. Donc, premièrement, quelques questions d'après Isabelle Marquis sont à se poser. Est-ce pour compléter notre réseau B2B car celui-ci ne couvrait pas la totalité de la cible potentielle? Est-ce pour mettre en concurrence directe deux réseaux? Ou est-ce pour complètement remplacer le B2B et le B2C. D'après Isabelle Marquis, ces différentes questions nous permettent de baser notre stratégie, de définir nos cibles, nos secteurs géographiques et nos canaux de distribution. Pour ensuite évoquer quelques avantages et défis à ce changement, Éric Leblanc évoque pour lui le premier avantage, le principal à une activité B2C, c'est l'augmentation de la marge bénéficiaire. En effet, lors de l'activité B2B, cette marge supplémentaire est normalement récupérée donc par les revendeurs. Le second avantage pour lui est le contact avec les consommateurs. Il explique que le fait de ne plus avoir d'intermédiaire permet d'avoir de véritables retours sur les produits et de connaître exactement l'avis des consommateurs. Ensuite, d'après Gaspard Chausson, l'avantage pour lui le plus important est de toucher un bien plus large panel de consommateurs. Il n'y a plus de limites. Il ajoute également que l'entreprise est libérée de mauvais coups de communication de ses revendeurs, par exemple. En effet, dans le B2C, l'entreprise est seule responsable de sa communication et de son image. C'est d'ailleurs un de ses défis. Dans le B2C, d'après Fei Feixiu, tout compte. Le consommateur va se fier à l'agencement du magasin, au code vestimentaire de l'équipe l'équipe de vente, ou encore aux affiches publicitaires. Tout cela contribue d'ailleurs à l'expérience client. Gaspard Chausson nous explique qu'il faut réellement déterminer le profil du client ciblé pour mieux appréhender d'ailleurs leurs attentes. Il faudra, d'après Éric Leblanc, se munir également d'un service de consommation avec un processus de gestion des plaintes et une politique de retour.
Ensuite, le dernier défi, et pas le moindre, c'est de faire face à ces anciens revendeurs. Il va falloir assumer de devenir leurs concurrents. Et Éric Leblond parle d'affront à ceux qui nous font vivre depuis toujours. Cela comporte d'ailleurs des risques. Ces risques sont de faire face donc à nos revendeurs, c'est-à-dire de se sentir qu'ils peuvent se sentir trahis, de vouloir se venger. Ils peuvent par exemple donner une mauvaise image de nous, faire circuler des informations sur les problèmes qu'ils ont pu rencontrer quand ils étaient encore nos clients. Fei Fei Shui évoque d'autres risques, notamment celui de l'augmentation de la concurrence ou encore de l'effet de marque qui sera encore plus présente. Il existe également elle explique également que le taux de satisfaction client est très important, que ce taux doit être surveillé car les intérêts de consommation chez les particuliers sont complexes et différents. Elle explique aussi que les risques principaux sont généralement liés à la mauvaise gestion de marque. De plus, le fait de passer de B2B à B2C nécessite parfois des points de vente physiques qui engendrent des coûts de structure importants. Passons maintenant à ma dernière partie, donc définir une stratégie de marque. La gestion de marque est nécessaire au bon fonctionnement d'une entreprise. D'après Georges Lewy et Pierre-Louis Desprez dans leur livre La marque, identifier et reconnaître la marque serait le premier réflexe du consommateur. Elle représente le premier levier marketing. D'après ABB, c'est une ressource clé de l'entreprise. Elle permet à celle-ci de se différencier et de créer de la valeur, voire même de dégager un avantage concurrentiel. En effet, celle-ci peut permettre au consommateur de distinguer un produit ou un service. Elle peut induire la fidélité du client, comme par exemple la marque Apple. La marque crée également de la valeur pour le client grâce à différentes fonctions. En effet, d'après ABB, elle fait fonction de repérage, de praticité, de garantie d'optimisation, de personnalisation, de permanence, d'hédonisme et d'éthique. La marque est une valeur essentielle au B2C. Donc, parlons maintenant de la mise en place d'une stratégie de marque. Donc, il faut analyser son positionnement par rapport au marché concurrentiel, analyser les valeurs de l'entreprise, garder en tête ses objectifs, ne pas perdre de vue l'information que nous souhaitons communiquer, définir son identité de marque. C'est ici que la marque d'ailleurs crée de la valeur, de la différenciation. Nous allons donc pouvoir nous démarquer de la concurrence, communiquer de façon claire sur l'esprit de notre marque et sur nos produits. Nous allons améliorer notre expérience client qui est fondamentale dans ce changement de cible. Pour ensuite attirer toujours plus de clients et pour également les fidéliser, il est nécessaire de créer du contenu régulièrement. Il faut également développer ces canaux de diffusion. Il faut définir les plus opportuns et surtout les plus cohérents. D'après Lewy Desprez, la stratégie de marque permet de donner de l'élan aux performances, à la culture et à l'attitude de l'entreprise. Parlons maintenant de la stratégie du portefeuille de marque. En effet, la marque doit suivre un objectif commun donné par l'entreprise. Le rôle des marques doit être bien défini pour éviter tout problème de cannibalisme et pour que le message qu'elle veut diffuser soit clair. Et il existe également des inégalités entre marques. En effet, certaines entreprises peuvent investir plus dans l'une que dans l'autre et donc parfois passer à côté du potentiel énorme d'une marque. Comme l'explique Lewy Desprez, les vrais stratèges de la marque s'intéressent à l'humanité à laquelle ils s'adressent. Nous en revenons donc toujours à la même chose, la cible. Le client est au cœur de toute stratégie et il est l'élément central. Pour maintenant aborder donc ma conclusion, donc la cible est au cœur même du problème ou plutôt de la solution à tout. Une entreprise qui souhaite changer de marché doit avoir pour objectif la satisfaction client. Que l'entreprise soit un commerce interentreprise ou un commerce de détail, cette dernière n'a qu'une seule priorité. Bien évidemment, d'autres éléments entrent en jeu et nécessitent d'être considérés, mais si nous reprenons les dires des auteurs, les différences entre B2B et B2C sont archaïques. Il faut seulement adapter toute son entreprise à sa nouvelle cible qui la plupart du temps a des attentes différentes. Pour toutes ces entreprises dont le modèle économique s'épuise, une analyse de toutes les cibles potentielles est nécessaire. Cela débouchera peut-être sur un nouveau segment inexploré qui nécessitera de grands changements. Ce qui nous amène donc à une nouvelle problématique qui se pose. Donc, en proie au changement, les entreprises dont les modèles économiques s'essoufflent rêvent de performance. Face à des consommateurs toujours plus exigeants, quels seront les moyens à mettre en place et les ressources à déployer? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de faire un bilan complet de l'état actuel de l'entreprise, c'est-à-dire évaluer ses ressources financières, ses ressources humaines, etc. Relever tout ce qui pourrait être utile au changement. Une fois que l'entreprise aura évalué ses ressources déjà existantes, elle pourra penser à tout ce qu'implique la stratégie de marque
marques. Pour Côté Table, qui possède 5 marques différentes, nous pouvons également étudier la gestion du portefeuille. Tout doit être repris de A à Z. En effet, nouvelles cibles, nouvelles attentes. Ensuite, l'entreprise devra définir le budget pour l'acquisition et la mise en place d'un ou de plusieurs points de vente, l'effectif